Comment allez-vous? Est-ce que la tour de la liberté ou la statue de la liberté est tombée? Eh bien, on en parle tout de suite. Que s'est-il passé au Brésil avec ces vents violents? Que s'est-il passé sur cette image? Eh bien, beaucoup de choses, et une autre image aussi est étrange, une autre tour. C'est le président du Mozambique. Regardez la première ministre, la différence est impressionnante, on dirait une enfant. Regardez la taille du président du Mozambique. C'est impressionnant, et elle, c'est la première ministre d'Italie. C'est Mélanie. Non, eh bien, ils ont eu une réunion diplomatique, mais oui, on ne peut pas ignorer à quel point la taille est impressionnante, n'est-ce pas? Rien ne la déconcentre avec ses expressions « oui, oui ». Oui, très expressive. Et en plus, elle est toute petite. Elle est toute petite, n'est-ce pas? Et ce monsieur doit facilement mesurer 2 mètres. Vraiment, c'est impressionnant. Honnêtement, et bon, aussi. Une autre des images d'aujourd'hui est celle-ci, où Donald Trump dit ceci. Écoutons un peu ce sujet. Eh bien, c'est le moment où il faisait plusieurs choses en même temps. Et c'était assez gênant. Parce qu'il s'approchait d'un côté et il s'éloignait, puis il s'éloignait et s'approchait de l'autre côté. Et aussi, je veux dire, peut-être que c'est parce qu'ils étaient occupés, je ne sais pas si c'était intentionnel ou non, mais ils l'ont laissé seul un moment. Et bon, c'était un peu étrange, vraiment, de le voir. Il essayait de s'entendre des deux côtés, mais rien ne se passait. Mais en parlant de Trump, écoutez ce qui suit à propos du fentanyl, nous allons l'écouter. Le fentanyl mortel inonde notre pays avec ce décret historique que je vais signer aujourd'hui. Nous classons officiellement le fentanyl comme une arme de destruction massive. Le fentanyl est-il une arme de destruction massive? À partir de maintenant, du moins du point de vue du président, le décret est signé. Et avec cela, eh bien, c'est la vision de Trump. C'est-à-dire, c'est... Imaginez ce que cela signifie. Parce que, évidemment, alors tu es en train de dire qu'on attaque les États-Unis avec des armes de destruction massive. En gros, c'est ça l'idée. Et ça te donne plus d'options pour te déplacer, militairement parlant, exactement. Bon, alors faites attention à ça, parce que ça peut être dangereux, surtout à cause des mouvements qu'il a fait récemment en mer des Caraïbes. Mais en même temps, il y a aussi ce message que Maduro envoie au nouveau président élu. Là-bas, comment ça s'appelle au Chili? Au Chili, le président José Antonio Caz, où il dit ce qui suit. Dire à ce monsieur Caz, vous pouvez être un adepte de Hitler et avoir été éduqué dans les valeurs de Hitler. Vous pouvez être un pinochetiste convaincu et avoué. Mais attention s'il touche à un cheveu d'un Vénézuélien. On respecte les Vénézuéliens, attention. Si seulement ils défendaient les migrants comme ça quand ils partent, pour commencer... Qu'il commence par prendre soin de sa population qu'il emprisonne. Pour commencer avec les mineurs qu'ils détiennent enfermés depuis l'année dernière. Et on sait qu'au moins 4 adolescents n'ont pas encore été libérés jusqu'à présent. Eh bien, une liste, une série de choses qu'il a faites à sa propre population, et il s'avère que c'est le champion de la justice. Regardez, en parlant de champion et d'événements étranges, voyez ce qui a failli arriver sur ce vol. Vous vous souvenez qu'on vous a parlé d'un vol où un pilote d'un Blue Jet de la compagnie Blue Jet a failli entrer en collision avec un avion des États-Unis? Écoutons un peu ce conseil. Bien sûr, Southjet 2112. 1112 aéréo. Monsieur, nous venons d'avoir un appareil qui est passé juste devant nous, à moins de 5 miles, peut-être 2 ou 3 miles. Mais c'était un avion ravitailleur en vol de l'États-Unis Air Force et il était à notre altitude. Nous avons dû nous arrêter ou monter. Confirmez que le trafic était à votre altitude. Eh bien, cela fait partie de la réaction du pilote, non? À ce moment-là. Il a failli y avoir donc un accident qui, évidemment, aucun des deux avions n'aurait survécu. Une situation évidemment terrible. Mais regardez, voyez ce qui se passe au Chili. Au Chili, nous allons écouter un peu de cela. Ce que nous faisons, c'est faire en sorte que soit respecté ce que le Chili décide dans le cadre des règles démocratiques. Partout dans le monde, toutes les autorités sont évaluées. Monsieur le ministre, existe-t-il une protestation ou une action auprès du ministère des Affaires étrangères concernant cette déclaration? Oui, à ce sujet, nous avons pris une décision pour faire valoir le point de vue qui concerne la démocratie chilienne.
Au final, le peuple chilien décide et nous devons respecter ce choix, c'est la démocratie. Eh bien, tout mon respect au Chili, sincèrement, dans qu'il soit un homme de gauche ou de droite, là-bas, on respecte clairement et on vit une démocratie assez mûre. Regardez, pendant que cela se passe, que se passe-t-il là-bas? C'est juste pour expliquer rapidement le contexte. C'est le gouvernement chilien actuel, oui, de gauche, qui défend le gouvernement entrant, qui est de droite, certains disent d'extrême droite, ce n'est pas le gouvernement, c'est un qui suit. À cause de certains commentaires faits par Petro, c'est-à-dire que Petro a critiqué le nouveau président et le gouvernement de gauche intervient en disant « Attends, ici tu nous respectes ?» Oui, c'est-à-dire entre eux-mêmes, que ce soit la gauche ou la droite, ils se défendent parce que c'est un pays, parce que c'est comme ça que la démocratie devrait fonctionner. Pendant ce temps, eh bien, les choses au Mexique sont un peu différentes. Regardez ça. Ça se passe en ce moment. Cela s'est produit au congrès de la capitale, au congrès de la ville. Mexique. C'est comme ça que la politique se vit au Mexique et ce n'est pas la première fois qu'on utilise ce genre de choses. Et si ce n'est pas avec des coups, des griffures ou des bousculades, c'est aussi avec des mots en permanence, c'est-à-dire c'est l'attaque politique constante. Déplorable l'immaturité des politiciens dans une grande partie de l'Amérique latine, pas seulement au Mexique, au Honduras, au Venezuela même, dans beaucoup de pays on assiste à une série de tiraillements incroyables. En vérité, j'insiste, tout mon respect pour l'Uruguay et le Chili, qui sont, je crois, les deux pays latino-américains avec les démocraties de peut-être les plus mûres, nos deux pays. Et voyez-vous, on peut vivre avec des politiciens d'un côté ou de l'autre, mais avec maturité, pas avec ce genre de situation aussi déplorable. Aussi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé par ici? C'était un incendie causé par un avion qui s'est écrasé ici au Mexique, un petit appareil avec environ 10 personnes à bord. Malheureusement, ils ont perdu la vie et cela s'est passé ici au Mexique. Eh bien, une situation également terrible. Et passons maintenant aux informations sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Eh bien, il est également signalé un cas. Nous parlerons tout à l'heure du fentanyl et de toute cette situation. Mais ce qui attire l'attention, ce sont une série de commentaires qui ont été faits sur le sujet du 13 Atlas. Il y a un reportage spécial que nous avons réalisé aujourd'hui sur la chaîne Hermano, alors allez le voir aussi, si vous le pouvez. Mais il y a certaines informations qui étaient en suspens, qui sont sorties après, et que j'aimerais partager ici avec la communauté. Et ce sont surtout des informations qui montrent à quel point tout cela est impressionnant. Regardez, la fameuse anticola dont nous avons parlé ici à de nombreuses reprises. N'est-ce pas celle-ci? Cette queue qui pointe vers le soleil et dont on dit, eh bien, si elle pointe vers le soleil, c'est quelque chose de pratiquement impossible. Cela est-il arrivé parfois? Imaginez un jet, de l'énergie qui sort d'une réaction qu'a une comète, non, d'accord, une réaction au jet, parce qu'il y a la chaleur du soleil, pas à cause de certains produits chimiques. C'est-à-dire, la réaction se produit et dans cette réaction, eh bien, elle va à l'encontre du vent solaire. Alors, quand cela s'est produit, ce qui a été très rare, immédiatement, l'anticouronne est effacée par les vents solaires, mais cette fois-ci, elle n'a pas été effacée pendant des mois. Oui, pendant des mois, l'anticouronne a continué. Et ce qu'il présente aujourd'hui comme un fait très spectaculaire, c'est que l'anticouronne mesure 500 000 km en plus. Ce n'est pas une petite anticouronne. Pour comparaison, la distance jusqu'à la Lune est d'environ 300 000 km, alors qu'ici il s'agit de 500 000 km, soit bien plus loin que la Lune. Rien que l'anticouronne. Essayons de nous rendre compte que c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi que ce soit. Si c'est une comète, si c'est autre chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que s'il y a trop d'énergie, c'est trop de matière, et ça va à contre-courant du vent solaire sur une distance énorme, gigantesque. Cela nous amène à réfléchir sur ce sujet. Une autre information qui nous a été donnée aujourd'hui à propos de toute cette situation, c'est la distance. Il y a eu soudain un peu de nervosité, même si cela avait déjà été clairement dit. Même si elle s'approche de la Terre, parce que la Terre avance dans tout ce circuit qu'elle a, disons, autour du Soleil, eh bien, la comète Atlas, ou l'objet Atlas, eh bien, il passe par ce système solaire, et le 19, il se trouve, disons, entre guillemets. La distance avec la Terre sera la plus faible qu'elle ait jamais eue dans son histoire, c'est cette distance.
C'est juste pour que vous ayez une idée et que ce sera le jour où la comète ou l'objet sera le plus proche. J'insiste, ce sera 699 fois la distance que nous avons avec la Lune. C'est-à-dire que cette distance, ces 300 000 et quelques kilomètres, il faut la multiplier par 699 fois. C'est la distance entre la Terre et la comète, la plus proche que nous aurons. À partir de là, elle s'éloigne, s'éloigne et elle part vers Jupiter. Donc bon, ce n'est pas qu'elle s'approche vraiment, oui, elle s'approche en termes de distance, mais c'est extrêmement loin. Et donc, eh bien, cela aussi doit être très clair. Les calculs continuent de sortir. En ce moment, on sait que la queue est énorme, ce qui montre évidemment l'énorme étrangeté de la comète. Mais demain, d'autres données viendront sûrement. Et chaque jour, nous faisons presque toujours une mise à jour, parfois une très grande mise à jour, parfois une plus petite. Cette semaine, c'est le 19 décembre, cette semaine, donc on pourra observer cette situation. Eh bien, je trouve que c'est une nouvelle, ou une nouvelle assez importante, selon les calculs. Il est également suggéré que la vitesse va être recalculée en ce moment, et cela n'a pas pu être confirmé, mais il semble que la vitesse est de nouveau changée. J'espère pouvoir en parler demain, et si c'est le cas, eh bien, nous en discuterons alors. La question en ce moment est de savoir s'il s'agit d'une signature technologique ou non, ou si c'est une signature purement chimique. C'est sans doute le plus important. Beaucoup de choses étranges restent inexpliquées. Aujourd'hui, une nouvelle théorie apparaît, dont nous avons déjà parlé sur l'autre chaîne, au cas où vous voudriez la consulter. Je trouve donc cette théorie très intéressante, au moins parce qu'elle expliquerait non seulement la nouvelle, disons l'anomalie du changement de couleur en vert, expliquerait aussi la vitesse et d'autres phénomènes. Mais bon, nous devons aussi attendre, c'est-à-dire nous devons attendre qu'il soit possible en savoir plus, non. Si la vitesse change encore, une anomalie s'ajouterait. Un peu, c'est étrange parce que ça ferait déjà trop de changements de vitesse. Ce serait déjà le 4e changement de vitesse. En plus, après être passé au périhélie, il n'y aurait aucune raison pour qu'il y ait une réaction qui fasse changer la vitesse. Ce serait aussi quelque chose d'extraordinaire. Si jamais cela arrivait, non ? Eh bien, voyons voir si demain ou d'ici le 19. Nous avons un peu plus de données sur la comète, et pas seulement des données, mais mais aussi des images. C'est ce que je crois que tout le monde attend. Pas exactement, allons donc à d'autres sujets, abordons aussi d'autres thèmes importants. De ce qui se passe dans le monde, nous devons y aller. Alors, qu'est-ce que Trump dit à propos du fentanyl ? Dans quel contexte l'annonce-t-il ? A-t-il dit autre chose ? Que s'est-il passé ? Oui, aujourd'hui, il procède déjà à la reclassification du fentanyl comme arme de destruction massive. Et comme certains le disaient, ça lui donne plus de pouvoir pour faire certains mouvements. Oui, effectivement que cette décision élève la lutte contre cet opioïde, donc qui fait, il faut le dire, a causé énormément de problèmes aux États-Unis, au point que maintenant, avec la reclassification, c'est une menace pour la sécurité nationale. Et cette mesure a été présentée par un décret exécutif à la Maison-Blanche, où, disons, l'accent a également été mis sur le problème de la frontière avec le Mexique comme principal point d'entrée du fentanyl, et aussi la Chine, et cela attire également l'attention, dit-elle. Aucune bombe ne fait ce que cela fait. Entre 200 000 et 300 000 personnes perdent la vie. Chaque année qu'ils ont enregistré, il y en aura certains qui ne sont pas enregistrés. C'est un gros problème pour les États-Unis, mais cela va bien au-delà de la simple entrée. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Docteur, on a déjà beaucoup dit que si ce n'était pas le fentanyl, ce serait un autre produit. Et ici, on parle aussi du fait que ce problème avec les opioïdes est très bien documenté, que c'est l'industrie pharmaceutique elle-même qui l'a initié, et cette même industrie devrait aussi participer à la solution. Toutes ces personnes qui ont eu ce problème si grave, si terrible et qui a coûté tant de vies, c'est une réalité. Et d'un côté, indépendamment du fait que ces opérations ne résolvent pas le problème de fond, il faut quand même les faire, ça c'est très clair pour moi. Oui, je comprends. Il ne suffit pas de dire quoi faire, il faut agir, poser la main sur la table. C'est la façon de Donald Trump, c'est peut-être une manière agressive, mais c'est aussi une façon de prendre des mesures.
C'est une personne qui n'est peut-être pas très stratège, ce que tu veux, mais il prend des mesures et essaie de les mettre en œuvre à sa manière. Maintenant, le problème ici, c'est que comme cela s'est produit avec la guerre du Congo, comme cela s'est produit avec la guerre du Cambodge et de la Thaïlande, et comme cela s'est produit avec d'autres guerres qu'il dit avoir réglées, et que le lendemain, elles sont déjà en pleine guerre totale. Comme en Thaïlande actuellement et dans toutes ces guerres, est-ce aussi grave ou pire que celle du Pacifique ? Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que, il dit qu'il veut arranger les choses. Mais comme il n'y a pas de stratégie de fond, comme il n'y a pas vraiment voir ce qui en est la cause et guérir en profondeur, de l'intérieur, alors le problème ne se termine pas simplement. C'est la même chose que Ronald Reagan a fait à son époque. Et ce qu'il a fait, et ce que d'autres politiciens ont fait, en disant que c'est la guerre contre le trafic. Oui, beaucoup de guerres. Non seulement cela n'a pas diminué, mais cela a continué d'augmenter et à coûter des vies. C'est-à-dire les vies perdues à cause du trafic, et en plus les vies perdues à cause de la guerre contre le trafic. Alors, est-ce que tu as vraiment résolu quelque chose ou as-tu créé un problème encore plus grand ? C'est la grande question qu'ils ont. Il y a déjà eu d'autres pays qui ont trouvé d'autres solutions, qui ont été plus axés sur le médical et aussi sur le fait de dire « Bon, tu peux consommer, mais sous ces règles, sous ces conditions. Tu dois aller là-bas avec ce médecin pour te faire soigner, car c'est considéré comme une maladie. » Et si, ici, on va contrôler ta consommation, c'est possible, mais avec ces règles. Et depuis que ça commence, évidemment, le trafic commence à disparaître, parce que tu ne peux plus faire de trafic, puisque tu l'as déjà gratuitement ici. Ce sont des situations auxquelles il faut vraiment bien réfléchir. C'est un travail énorme. Ici au Mexique, cela a été fait à l'époque de Cardenas. D'ailleurs, c'est très bien documenté aussi comment il parvenait à faire de grands progrès et à les démontrer. Mais on a arrêté de le faire. Pourquoi ? À cause de la pression du Nord, à cause de la pression des États-Unis, on n'a pas pu continuer. Mais on était en train de résoudre le problème. La vraie question est de savoir s'ils veulent vraiment résoudre le problème, car il ne semble pas que les gouvernements le souhaitent. C'est tout le contraire. On dirait plutôt qu'ils veulent faire semblant de vouloir le résoudre, mais en réalité, ils n'approfondissent pas. Et c'est ça le problème, parce que quand ils veulent vraiment résoudre quelque chose, ils le font et prennent les bonnes décisions quand ils veulent vraiment agir. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe que cela va arriver, malheureusement. Bon, passons à d'autres sujets, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il n'a pas signé d'autres décrets exécutifs. C'est donc uniquement cela qui s'applique. Désormais, le département de la justice doit imposer des sanctions pénales plus strictes, d'accord ? Le département du Trésor et le département d'État doivent également inclure des actifs et des entités financières pour fournir plus d'argent. En ce qui concerne ce sujet de la défense et le département de la défense, le département de la guerre, non. En fait, il doit évaluer s'il convient de fournir des ressources supplémentaires à la sécurité nationale et au département de la justice. En ce qui concerne cette urgence comme une arme de destruction massive... Voilà la situation. Merci beaucoup au capitaine, c'est le capitaine Galant, merci beaucoup, dit-il. Il dit que c'en est une. Tu aurais dû nous le dire pour qu'on sache déjà le vaisseau du capitaine Galant. Alors vas-y, c'est le 3 et Atlas. Et il a oublié de mettre le frein. C'est qu'il l'a laissé au point mort. Et il est parti. Il l'a laissé au point mort. Elle est partie et a accéléré seule. On en est à 250 000. J'espère que l'assurance te paiera, car je pense qu'elle va finir par s'écraser. Merci capitaine pour le super chat et merci à toute la communauté. Comment vas-tu, Marcella ? Martin Gires ? À toute la communauté, Maximilien, comment vas-tu ? Merci à tous. Si tu regardes en différé, laisse tes commentaires. Et je dis ça comme ça, une très 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 simple, parce qu'on est déjà presque à la fin de l'année. Donald Trump, président des États-Unis. Les États-Unis vont-ils s'en prendre au régime ? Je ne le dis plus, même pas ici en décembre. D'ici le premier trimestre de l'année 2026. Va-t-il s'en prendre à Maduro ou pas ? Si c'est oui, mettez 1, et si c'est non, mettez 2, pour que non, enfin... C'est plus facile. Si c'est oui, alors Trump va aller chercher Maduro d'ici mars, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, d'ici mars, il va chercher Maduro. Donald Trump ou les États-Unis ou les troupes ou peu importe. Si vous mettez 2, je sais déjà que vous dites qu'il n'ira pas, ira plus tard ou jamais, non. Mais c'est juste pour avoir une idée, faire un sondage comme ça, un peu étrange. Qu'en pensez-vous ? Mais bon, passons à d'autres sujets également importants. Les États-Unis ont promis à l'Ukraine une activité similaire à celle de l'article 5, mais ils assurent que ce sera pour une durée limitée.
C'est ce que rapporte Politico aujourd'hui, voilà ce qu'ils disent. Très bien. Aujourd'hui, Trump a été interrogé et a répondu essentiellement oui. Non, il prétend mettre la pression, mais en fait, il ne fait que la mettre sur l'Ukraine. Cela attire toujours l'attention et les États-Unis ont offert des garanties de sécurité. De l'article 5, il faut rappeler que l'article 5 appartient à l'OTAN et il est supposé que si un pays attaque, disons la Russie attaque un pays de l'OTAN, tous doivent défendre ce pays et attaquer. Donc l'attaquant, dans ce cas, ce serait la Russie. Eh bien, l'offre de cette promesse de sécurité est très forte, évidemment, donc elle doit être très tentante, mais elle vient avec un ultimatum assez clair. Qu'il accepte maintenant ou la prochaine fois qu'on lui en fera une, elle ne sera pas aussi généreuse. Bon, voilà pour cette partie. D'un autre côté, regardez aussi ceci. La pression n'est pas seulement sur l'Ukraine, la pression est aussi sur Vladimir Poutine. Et c'est que l'Institut de la guerre, cet institut qui fait des analyses de stratégie militaire, affirme que l'armée russe ne peut plus soutenir des offensives multiples. Si tu peux soutenir une offensive, focalisée, mais tu ne peux plus soutenir plusieurs offensives en même temps, ou des offensives. Cela signifie-t-il aller de l'avant, ne pas avancer, ne pas essayer d'avancer dans cette invasion qui se déroule en Ukraine ? Et cela a même été démontré puisque une carte a été publiée où l'on observe, ces mouvements et où ils ont analysé sur la base des informations Global Positioning System, sur la base de ce qu'ils appellent la criminalistique numérique, qui montre plus ou moins comment se font les avancées, ce qui est détecté, les signaux, les vidéos, tout ce qui est obtenu des soldats russes et ukrainiens. On procède à une sorte d'analyse, et ils peuvent alors se rendre compte s'ils avancent ou non. Quelle est la réalité ? Ils disent beaucoup de choses, non ? Certains avancent ici, d'autres vérifient là-bas. Regardez tout, le tout. Leurs infos restent au même endroit. Ils n'avancent pas ou à peine, mais prétendent déjà avoir pris un lieu précis. Alors, grâce à cet institut, il a été possible de confirmer quand il s'agit vraiment d'une avancée, ou non, ou quand l'Ukraine récupère un territoire, ou non. C'est-à-dire ce genre de détails. Et cela nous a donc montré une réalité qui est souvent confirmée, mais qui ne se produit pas. Ce qu'ils disent donc, d'après ce qui est montré, c'est qu'il est peu probable que les forces russes maintiennent l'objectif de mener plusieurs opérations simultanées, pour pouvoir prendre ce qu'est le Donbass, essentiellement, et avancer en même temps dans une autre région. D'après l'Institut de la guerre, la Russie tente d'attaquer la ceinture de forteresses, le point le plus solide de l'Ukraine, dans la région de Donetsk. Cela augmentera probablement encore plus la pression sur ses forces. Il est averti que lancer une attaque contre ces bastions clés comme Sloviansk et Kramatorsk nécessiterait que la Russie engage ses forces et ses ressources dans les groupes de forces occidentaux, méridionaux et centraux. Et si elle le faisait, les troupes russes ne pourraient pas maintenir d'activité dans d'autres directions, c'est-à-dire qu'elles ne pourraient se concentrer que sur ce point-là. Eh bien, voilà le sujet. Quelque chose d'autre à propos de cette affaire ? Eh bien non, figurez-vous que... D'autre part, le Congrès des États-Unis, sur ce même sujet, a interdit de rediriger arbitrairement les armes destinées à l'Ukraine vers d'autres besoins. Et cela aussi montre comment le Congrès va dans une direction et Donald Trump dans une autre. Parce que tout à coup, ils disent « Écoutez, ces armes ou ces choses, nous allons les rediriger vers telle ou telle chose. » Et le Congrès dit simplement « Attends, non, non, non. Le Congrès te donne l'ordre de ne pas rediriger arbitrairement des armes destinées à l'Ukraine. Si tu as promis de les envoyer, tu dois le faire, car ils ne tenaient même pas leurs promesses. » Non. Souvent, il disait « Celles-ci, on les enverra en Israël, pas celles-là, sinon il ne nous restera plus d'armes. » C'est-à-dire, il y avait énormément d'excuses et très souvent, ces décisions étaient prétendument prises par Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, et soi-disant, Donald Trump n'était même pas au courant. Il n'était même pas au courant. Un autre sujet qui attire aussi l'attention aujourd'hui, c'est que ce Nova dit que tu es fatigué. Que si tu n'es pas fatigué, pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas, mais il dit qu'il te voit fatigué. Alors il va peut-être t'empêcher de dormir. Sinon, non, il ne te tiendra pas éveillé non plus, non. Il ne tient pas éveillé, non, il ne dit rien. Comment la Russie va-t-elle entrer en guerre contre l'Union européenne si elle n'a pas de soldats, n'est-ce pas exactement ? Ici, la question est de savoir s'il y a
une vidéo et que tout de suite le PP vous montre la vision d'un soldat russe, c'est-à-dire voir comment c'est. La situation est vraiment choquante, donc je l'ai déjà doublé pour qu'on puisse comprendre, parce qu'évidemment c'était en russe. Mais c'est très impressionnant de voir depuis la première ligne à quel point c'est difficile pour eux de maintenir cela. Ces avancées, en réalité, il n'y en a pas beaucoup, comme nous l'avons déjà dit ici. Ce sont vraiment des mètres, parfois en une journée, et ils les reperdent le lendemain. L'autre jour, ce Poutine est sorti pour dire qu'ils avaient gagné un point de la Russie, de l'Ukraine, et ce même jour, Zelensky était à ce point-là, juste pour prouver que ce n'était pas vrai. Écoutons ce moment. On s'est tiré de cet endroit. Ils nous ont littéralement envoyés en enfer. D'ailleurs, voici notre groupe. J'ignore la suite, mais nous avons quitté la position. Ici, c'est un désastre. Ils nous ont éliminés sans pitié, envoyés à la broyeuse. Toute notre compagnie à laquelle nous sommes arrivés et que tu as vue a été complètement détruite. Il ne reste que très peu de blessés. Presque tous sont morts. Heureusement, j'ai pu éviter ce désastre jusque-là. Rien à boire ni à manger, c'est catastrophique. Je ne crois pas ce qu'ils font là-bas. Des drones et des tuyaux partout, ben c'est le chaos. Les commandants comme Koshin et les Spartanos sont similaires. Ici, sales animaux bâtards, tout est miné, tout le monde court, explose, crie et achève les blessés. Les Ukrainiens ont volé le mortier, sales bâtards, ils sont en train de l'utiliser. J'ai été étourdi et projeté sur plusieurs mètres, sans savoir combien. C'est un désastre et ils ne m'ont pas encore touché. Presque tous ont été détruits, pratiquement tous, comprends-le. Tous ont été détruits, comprends-le, en un jour, en 2 jours. Ils ont détruit tous ces salauds. Eh bien voilà, non. Voilà le problème. Eh bien, c'est la situation qui s'est révélée. Eh bien, même un comédien peut s'arrêter, un comédien sans expérience militaire, non ? Et un comédien, eh bien, qui lui tient tête, au 2e pays le plus puissant du monde. D'après ça, tu ne dis pas à tout le monde non, qu'ils sont très courageux, très puissants, très forts, et toujours en train de dire comédien, comme si c'était peu de choses, on aimerait bien. Je m'inclus à avoir la capacité d'être comédien. Pour moi, c'est l'un des métiers les plus difficiles et qui demande le plus d'intelligence. Ce n'est pas le seul comédien. Ce n'est pas le seul comédien à avoir accompli ce qu'il a accompli. D'avoir une puissance comme la Russie, parce qu'il faut le reconnaître, la Russie est une puissance militaire. Arrêtée par un comédien. Si tu veux, par un clown, si tu veux, tu peux l'appeler comme tu veux. Mais la réalité ne sera pas différente. Ce pays est pas seulement à cause de Zelensky, mais grâce à beaucoup de personnes et à un esprit. Dire « je ne veux pas appartenir à ça », point. C'est comme ça, c'est simple. Je ne veux pas appartenir à ça, je veux appartenir à autre chose. Et pas parce que l'Europe soit parfaite, loin de là, simplement parce que, eh bien, c'est moins pire, voilà, c'est simple. Parce que ici, j'ai un peu plus de liberté qu'ailleurs. Oui, et non, ce n'est pas seulement l'Ukraine. La Biélorussie l'a montré à maintes reprises lors de ces manifestations, la Géorgie aussi. Tous les pays autour de ce qu'était l'Union soviétique ont traversé le même processus. C'est pour cela que Poutine craint que si l'Ukraine se tourne vers l'Europe, leur citoyen là, c'est un signe quand la Russie suivra bientôt et les Russes finiront par dire la même chose. Et j'ai déjà vu comment va mon cousin qui est là-bas en Ukraine et je vois déjà comment il s'en sort. Je vois qu'il peut voyager, se déplacer et faire ce qu'il veut. Et ça, eh bien, moi aussi je veux ça, n'est-ce pas ? Et c'est justement ce que parfois on ne veut pas comprendre. Un sujet très intéressant, vraiment très intéressant, il faudrait peut-être analyser davantage l'aspect psychologique et sociologique parfois dans ce sujet. Mais l'important ici, au moins, c'est que les démocraties les progressent tout le temps avec toutes leurs imperfections, avec beaucoup de choses qu'il faut changer.
Mais évidemment, l'autre côté est bon aussi. Vous pouvez imaginer comment c'est, et sinon, il y a aussi des moyens d'aller y vivre, n'est-ce pas? En fait, il demande notamment de n'importe quel pays. C'est que moi, ça me plaît. Tu peux parfaitement aller en Russie, il t'envoie de au front. Si tu survis, en fait, il te donne le passeport, tu es déjà russe. Et ça, eh bien, c'est une opportunité pour beaucoup de gens qui peut-être y réfléchissent, peut-être. Peut-être vont-ils tenter leur chance. Passons à d'autres sujets, car plusieurs thèmes attirent l'attention. Dans ce cas, c'est déjà proposé aujourd'hui par Zelensky lui-même. De renoncer à la garantie de l'OTAN, rien de plus, il exige simplement d'autres garanties. Et cela, apparemment, l'Europe serait d'accord. Apparemment, Donald Trump lui-même semble être ouvert à ce point. Si cela se produit, ce serait avoir un article 5 exclusif pour l'Ukraine, ce qui signifierait « j'entre en ta défense, au cas où tu serais à nouveau envahi ». Et c'est une probabilité évidemment élevée vu la façon dont les choses se sont passées. Cela ne veut pas dire que l'Ukraine ne va pas se préparer, parce qu'évidemment, la méfiance est totale en ce moment. Une chose avait été promise à l'époque de Clinton, n'est-ce pas, et elle n'a pas été tenue. Qui dit que ce nouvel article qu'ils vont sortir sera respecté? Exactement. La question, c'est que Zelensky a déjà bien compris, pas seulement les États-Unis. Plusieurs pays européens ne l'acceptent pas dans l'OTAN, parmi eux la Hongrie et la Slovaquie. Eh bien, ce sont des pays pour lesquels l'OTAN exige que tout le monde soit d'accord pour qu'un pays puisse rejoindre l'OTAN. Et donc, pour cette raison, il dit, eh bien, offrez-moi de vraies garanties de sécurité, pas comme celles qui ont été promises aux autres. Dans celui de Budapest, rien n'a été respecté du tout, même pas lorsqu'il a remis les armes nucléaires. Maintenant, il y a aussi d'autres sujets importants. Remarquez que dans ce tournant inattendu qui s'est produit avec l'Ukraine, n'est-ce pas? Et lors de cette réunion de plusieurs dirigeants, il y avait aussi le même chancelier allemand. Ils ont participé là-bas et ont commenté un peu de tout. Même le Military Intelligence 6 est sorti aujourd'hui pour faire un commentaire incroyable. Regardez notre reportage sur cette situation si possible. Parce qu'à partir de maintenant, avec ce message, parce qu'il est donné par la chef du Military Intelligence 6, mais il est aussi donné par le chef d'état-major du Royaume-Uni et également par le Premier ministre lui-même. En gros, il lance un signal d'alerte pour le Royaume-Uni. Si vous le pouvez, vérifiez-vous. Le rapport est semblé déjà en ligne pour éviter de répéter les informations. Mais il y a une tension entre la Pologne et la Hongrie à propos de l'utilisation des avoirs russes gelés. Orban s'est attiré cette directive de Lénine là-bas, dans cette relation qu'il entretient avec Vladimir Poutine. Et pendant ce temps, les Européens et les membres de l'OTAN disent « Eh bien, que se passe-t-il, n'est-ce pas? Comment faire confiance à Orban ?» Orban, oui, clairement, il ne joue pas du même côté, disons non. Si c'était un match de football, on verrait Orban marquer des buts contre son camp, marquer des buts contre son camp à gauche et à droite, n'est-ce pas? C'est-à-dire, oui, ce personnage est vraiment assez incroyable. Puis ils lui remettent le prix dans l'autre équipe, disant « Tenez, voici votre prix pour les buts marqués. Enfin, contre votre camp, mais voilà votre prix. » Non, tu te demandes, quelle folie. Mais bon, Orban, pendant que dans son pays, on manifeste contre lui, il va et il fréquente, ce qu'il aime, n'est-ce pas? Avec ce même Blamey. Exactement, et c'est bien. Et cette discussion a eu lieu sur les réseaux, où maintenant il y a beaucoup de discussions très intéressantes entre le ministre polonais Radosław Siekierski et le président de la Hongrie, Viktor Orban, qui a dénoncé les efforts de Bruxelles pour utiliser les actifs russes comme une violation de la législation européenne. Il est important de rappeler que des actifs russes restent gelés en plein jour. Et donc maintenant, ils ont changé les règles pour que s'il y en a qui n'existent pas, ils soient d'accord pour utiliser ces actifs. Eh bien, peu importe si la majorité a déjà voté que cela va se passer ainsi. Exactement. Bon, alors allons-y, passons à d'autres sujets aussi à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. Des explosions ont secoué les parties, disons, et des abords de Moscou, disons-le ainsi, alors que des drones ont commencé à arriver dans la capitale russe. Eh bien, il est évident que de plus en plus d'attaques de ce type se produisent, des attaques qui sont déjà, disons-le, préoccupantes.
parce qu'il ne s'agit plus seulement de ces petits drones qu'ils utilisaient au début, mais déjà d'autres types de technologies avec plus de capacité. Nous parlons de certains d'entre eux qui transportent 2 ou 3 fois plus de kilogrammes d'explosifs. C'est pourquoi on observe maintenant des explosions plus puissantes en Russie. Et cela, eh bien, j'imagine aussi que cela doit inquiéter ce Trump pour accélérer les choses. Parce qu'il semble que plus l'Ukraine progresse dans ses opérations à l'intérieur de la Russie, ce qui était impensable au début de la guerre, n'est-ce pas ? Plus l'Ukraine avance sur ce sujet, il semble que Trump ait d'autant plus d'intérêt à tout arrêter. C'est aussi un sujet assez curieux. Disons exactement, mais bon, au final, Trump montre toujours très clairement où va sa préférence. Nous parlons de 24 drones dans la région de Belgorod, 17 à Briansk, 5 drones à Toula, 3 drones à Koursk, 2 drones à Kalouga, 2 drones signalés à Ryazan, 2 drones à Moscou et 1 drone à Voronej. C'est tout. Aujourd'hui, je veux dire, juste pour donner une idée, ça a été une attaque étendue, ce sujet. Des explosions ont également été signalées dans un dépôt de pétrole. Cela a été rapporté dans une raffinerie ainsi que sur des sites militaires russes et dans les territoires occupés. Des rapports mentionnent aussi des attaques de grande ampleur contre ces installations. Un sujet qui est bien, je dirais encore surprenant, mais qui ne surprend plus vraiment. Aujourd'hui, nous parlons d'ailleurs de cette attaque menée par l'Ukraine. C'est ce que montre le renseignement ukrainien, le service de sécurité d'Ukraine, où ils font exploser un sous-marin où ils l'utilisent. Ceci est déjà un sous-marin. Attention, ce n'est pas un sous-marin qui était en Ukraine, qui traînait par là, c'est un sous-marin qui était dans un port russe. Comment cela s'est-il passé ? Eh bien, un drone qui s'appelle Subsea ABB. Il est parti, il est entré. Regardez où il est, c'est-à-dire ce n'est pas qu'il soit en train d'opérer, il est dans le port, il est stationné dans le port, c'est-à-dire il est là. Le sous-marin a été détecté, le drone est arrivé et ce drone, qui est assez économique, s'est lancé, il a détruit un sous-marin de 400 millions de dollars. C'est pourquoi des guerres de ce type avec les voisins ne devraient jamais avoir lieu, parce que le voisin peut être plus faible. Oui, il peut l'être. Ce que tu veux, c'est plus sur le long terme, même si tu gagnes la guerre. Mais tu vas t'en sortir bien amoché, tu vas partir vraiment endommagé, disons. Puis tu devras, enfin, supposons qu'il le garde. Tu vas avoir un groupe de personnes qui vont constamment te... Des millions de personnes et de générations qui vont suivre. Eh bien, évidemment, ils vont essayer de saboter. Comment vas-tu, Walter Osorio ? Salut à Marcela, Carlos Martinez et la communauté. Antonio, ça va ? Très bien. Eh bien, c'est impressionnant, n'est-ce pas ? En fait, aujourd'hui, il y a eu une signature entre l'Ukraine et l'Allemagne pour construire des drones. Ah oui, je n'ai pas eu le temps d'y arriver. Ils ont créé une entreprise conjointe pour produire des drones militaires à grande échelle, appelés Quantum System et Fraudline Robotics, qui sont installés sur le territoire européen. C'est donc la première ligne industrielle entièrement automatisée dédiée à la fabrication de drones pour les forces armées ukrainiennes. L'Ukraine produit une grande partie de ses armes et n'est donc pas totalement dépendante des États-Unis ou de l'Europe. Mais ils produisent déjà leurs propres drones. En fait, ils les ont déjà proposés, disons, comme échange ou troc. Que, pour ainsi dire, avec Donald Trump pour les Tomahawk, pour les Patriots. Et à un moment donné, il a dit que ce serait intéressant, mais bon, à un moment donné aussi, Poutine l'appelle et il perd toute envie. N'est-ce pas exactement ? Et bon, un autre point, pour passer à d'autres sujets, je voulais vous demander quelle était la version. Qu'a répondu le Kremlin à tout cela ? Le Kremlin ou Vladimir Poutine a dit que oui, qu'il est ouvert à une paix sérieuse. Oui, s'il n'y a pas de piège, enfin, il y a toujours quelque chose qui n'est pas précisé, qui peut être très ambigu, un peu louche, n'importe quoi. C'est pas le vrai gouvernement. L'Ukraine... Quel que soit le prétexte. Comme plusieurs viennent de nous le dire ici, et qu'on nous l'a répété de nombreuses fois, vous ne voulez pas la paix. C'est-à-dire, la Russie, si elle voulait la paix, elle aurait déjà fait quelque chose pour cela. Pour la même raison, elle n'en veut ni besoin. Va-t-elle continuer ? Écoutez, pour cela, il faut aussi reconnaître certaines choses, c'est-à-dire, pas seulement en Ukraine, il faut reconnaître certaines choses en Russie. J'aime tous les quelques mois revenir sur les actualités, pas seulement celles dont nous parlons,
mais aussi en général. Je regarde ce qui se passait il y a 1 ou 2 ans, juste pour me rappeler ce que nous considérions comme une réalité à ce moment-là et ce que nous voyons maintenant comme réel. Parce que, par exemple, il est vrai qu'il y a eu, et il est totalement prouvé qu'il y a des agences immobilières qui sont en train de chuter en Chine. Non, mais attention, elles chutent depuis 2008, c'est-à-dire que cela fait de nombreuses années qu'on dit, eh bien, elles vont finir par tomber. Oui, certaines sont tombées, c'est une réalité. Mais le même régime de Xi Jinping, eh bien, il lâche aussi de l'argent, il fait bouger des choses pour essayer d'équilibrer un peu le gros problème de bulle qu'il a là-bas. Ça explose mais lentement, comme au ralenti. Parce qu'il y a là-bas un régime qui bouche les trous de tous les côtés. Dans le cas où on peut reconnaître quelque chose à la Russie, dans ce sens, sur le plan économique, c'est qu'elle a bouché les trous. Elle a bouché les trous comme elle a pu, pour rendre une guerre soutenable. Par exemple, en devenant une économie de guerre. Fondamentalement, c'est ça, donc. Et avec l'exploitation d'autres pays, tu ramènes ça. C'est comme ça que des Africains, littéralement, ont été amenés. Il y a plein de témoignages qui montrent comment on leur dit. « regarde, tu vas venir ici, tu vas travailler dans tel ou tel domaine, ou tu viens pour un échange, ou tu viens je ne sais pas quoi. » Ils ont amené des Africains dans beaucoup de pays, on ne dit pas ça aux Indiens, on leur parle, et ils arrivent là-bas, et au dernier moment, tu vas devant, tu ne vas pas devant. Et en plus, avec un cours d'1 semaine, tu sais déjà utiliser une arme, aller au front, pas pour traîner. Alors, avec tout ça, avec toute cette économie et ces mouvements, est-ce qu'il a réussi à créer un équilibre plus ou moins durable ? Il y a 1 an, on parlait de l'effondrement de l'économie russe, et à ce jour, cet effondrement se fait toujours attendre. Parce que je veux dire, avec beaucoup de tensions, avec des crises, tout ce que tu veux, avec de l'inflation. Une chute du pétrole ? Une chute du pétrole, tout ce que tu veux. Mais ils ont, disons, survécu, n'est-ce pas ? Alors ? Ce sont des situations qui soudainement se trouvent aussi de l'autre côté. En cherchant à équilibrer tous ces effets qu'ils veulent provoquer ou générer avec les boycotts du pétrole, avec ce genre de choses, eh bien là aussi ils ont leurs gens qui essaient d'arrêter cela. Passons maintenant à d'autres sujets également importants, car il y a aussi d'autres choses, d'autres nouvelles. Nous l'avons déjà, j'oublie ce qui sortait, mais ce que nous avons à sortir, oui, c'est bon. Il y a plusieurs choses concernant le sujet du Venezuela, le Venezuela en ce moment. Tout d'abord, le chef des forces armées a lancé un avertissement sévère Alors, à mesure que la menace russe grandit, non, je ne reviens pas sur le sujet de la Russie, ni sur ce qu'a dit le Royaume-Uni à ce sujet. Ceci est un ajout à ce que nous avons commenté aujourd'hui. Du chef d'état-major de l'État, le chef d'état-major du Royaume-Uni. La responsable du Military Intelligence, c'est ce qu'a dit celui du Royaume-Uni. On ajoute ce que dit, le Premier ministre, chose que nous avons déjà commentée, sur la façon dont il voit ce qui se passe avec la Russie. Un sujet que, je vous l'ai déjà dit, le rapport complet est là, parce que là, oui, nous avons déjà donné tous les détails, pour ne pas répéter la même chose au Venezuela. Il faut commencer par cela, pas par nos habitudes quotidiennes qui, au fond, ne se répètent d'Omrup. Un autre avion de ces avions militaires de la force des États-Unis, d'après ce que l'on sait, est un Rapide 52 de la force des États-Unis, qui a survolé il y a quelque temps la mer des Caraïbes. Non, là c'est Caracas, là c'est la côte du Venezuela. Et l'avion, il circulait dans la zone. Ils éteignent le transpondeur, mais soudainement ils le rallument. Et c'est tout près de la côte de ce pays. C'est là que les avions circulent. Le régime de Nicolás Maduro a donc fait plusieurs mouvements, étant très mécontent de Trinité et Tobago. Oui. Parce que Trinité et Tobago a ouvert ses aéroports à l'armée des États-Unis, justement à cause de ce qui se passe au Venezuela. Il y a déjà une réaction de Nicolás Maduro qui consiste à suspendre l'approvisionnement en gaz vers l'île pour avoir soutenu les opérations des États-Unis. Ce n'est pas un secret. Oui, non, ce n'est pas un secret. Ils leur ont déjà coupé le gaz. Ils leur ont coupé cet approvisionnement, d'après ce qu'il a lui-même déclaré. Le Venezuela, la compagnie pétrolière nationale du Venezuela, a également dénoncé une prétendue attaque informatique.
C'est très curieux parce qu'un jour avant, ils disent qu'ils vont subir des attaques informatiques et le lendemain, il y a une attaque informatique. Il dit que non, quelle coïncidence, non, c'est-à-dire un jour avant, tu l'as annoncé, le lendemain et même, bon, je ne sais pas, ça m'a paru très spécifique. Non, comme s'ils avaient déjà le scénario et qu'ils se sont dit, bon, alors, un jour avant, tu préviens, le lendemain, tu le publies, non ? C'est quelque chose de très curieux, je n'ai pas trouvé ça normal. La compagnie pétrolière nationale du Venezuela, Petróleos de Venezuela, a été annoncée aujourd'hui. Une cyberattaque a eu lieu aujourd'hui. Tu dis que s'ils avaient dit que c'était la semaine dernière, tu aurais prévenu, mais non, ils ont une boule magique. Et ils savaient que ça allait arriver le lendemain et ils l'ont dénoncé. Eh bien, cette attaque, je dirais, c'est qu'ils ont du renseignement, non ? Enfin, ils ont du renseignement en interne, mais ils ne savent pas. Quand ils ont vu une cyberattaque niche, et la cyberattaque serait pratiquement inutile. Parce que tu te demandes, PDVSA, comment ça marche numériquement, peut-être sur certains sujets. J'ai eu un problème avec les transferts. N'est-ce pas ? Ça pourrait être, ou des choses comme ça. Mais là, ils parlent d'arrêt et des opérations du canon. Maintenant, il s'avère qu'ils ont une technologie très avancée, où ils contrôlent aussi les choses avec de l'électronique, alors que la plupart des choses qu'ils utilisent ne sont pas électroniques. Selon le communiqué officiel, l'attaque n'a pas réussi à affecter l'opérativité technique de ceux du pétrole, grâce à une réaction interne, même si leur système administratif interne a bien été compromis. Ça, je peux l'admettre, c'est-à-dire, bon, oui, il y a eu une attaque contre la partie administrative numérique, là où il y avait des documents et des choses comme ça. Il se peut qu'ils aient tout simplement été piratés. C'est ça le problème. Mais pour l'instant, il n'est pas clair quel est exactement l'effet, si cela s'est vraiment produit. Les pétroliers aussi, qui vont normalement charger du pétrole au Venezuela, les pétroliers qui vont au Venezuela ne veulent plus y entrer. En ce moment même, ils annulent des opérations vers le Venezuela après la saisie d'une cargaison par les États-Unis. Parce que maintenant, ces navires craignent qu'il leur arrive quelque chose, donc c'est l'effet de traumatisme. Et tu vois, cette stratégie, au moins celle-ci, pourrait bien fonctionner pour eux. Parce que si les navires ne vont plus chercher du pétrole par peur qu'on le leur prenne, tu vois, tu en as pris un, mais tu empêches déjà que ça continue de circuler, puisque l'argent va... Exactement, pour que tu aies une idée plus ou moins de la situation. Par exemple, un pétrolier béninois transportant environ 300 000 tonnes de nafta à destination du Venezuela. Il a soudain changé de cap et n'a pas déchargé la cargaison en Europe, ce qui a surpris tout le monde. En même temps, 4 superpétroliers prévus pour venir chercher du pétrole au Venezuela dans les semaines à venir ont aussi changé d'itinéraire. Ils n'opéreront plus dans les ports vénézuéliens. Et avec ces mouvements, plus ou moins, on estime que plus de 11 millions de barils de pétrole brut vénézuélien ne quitteront pas le pays. Ils vont rester là bloqués. Exactement. C'est pour les... Les seuls qui extraient du pétrole, c'est Chevron. Qui est sur ton sweatshirt ? C'est une robe Sweatshirt. Robe super géante. Oui. Salutations à Louis Flores Cardan. Très bonjour Antonio Torres. Comment vas-tu, Martin ? Comment va Charles Martinez ? Très bonjour aussi, Marcella, alors. Comment vas-tu ? Brezeka parle de guerre psychologique, il demande comment ça va. Salutations, guerre psychologique, guerre économique. Au final, tu n'as rien eu d'autre à faire avec les autres. Et maintenant, automatiquement, il commence déjà à reculer un peu, non ? Ça attire aussi l'attention aujourd'hui. Et qu'a-t-on d'autre ? Du Venezuela, ses points de contrôle. Et tu dis, est-ce inévitable de ne pas connaître Maria Corina? Elle avait déjà dit à Oslo qu'elle verrait le docteur. Donc maintenant, c'est révélé, non? C'est pour ça?
Elle a été examinée par l'hôpital universitaire Ulveila d'Oslo après son arrivée. Et donc, ils ont trouvé cette fracture sur une des vertèbres. Maintenant, la condition est liée, disent-ils, à des conditions physiques extrêmes, parce que le trajet a été très long. Et donc, de toute façon, elle a toujours l'intention de retourner au Venezuela. Bon, il y a aussi un autre sujet. Je vais passer à d'autres nouvelles insolites. À propos, vous vous souvenez de... Il y a un prix qui s'appelle Powerball, non? Quelqu'un peut m'acheter un billet Powerball? Là-bas aux États-Unis, oui. Et la dernière fois, personne ne l'a gagné, non? Alors, la valeur s'ajoute, c'est-à-dire, ça s'accumule. Ça s'ajoute, si personne ne le gagne, ça s'ajoute pour la fois suivante. C'est-à-dire que le gros lot du Powerball va maintenant atteindre 1,1 milliard de dollars. Parce qu'il n'y a pas eu de gagnant, donc le gagnant, s'il y en a un, il remporte tout cet argent. S'il y en a deux, ça se divise. Mais c'est quand même assez impressionnant. Le tirage aura lieu, il me semble, je ne sais pas si c'est ce samedi, mais il me semble que oui. Samedi soir? Oui, ce sera samedi soir. Donc, si quelqu'un le gagne, imaginez-vous, n'est-ce pas? C'est super intéressant. Ce phénomène des gens qui gagnent tout cet argent et comment ils le perdent si rapidement. J'ai toujours l'impression de me demander, qu'est-ce que je ferais? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si je gagnais cet argent? Est-ce que je le perdrais ou pas? Non, moi... Toy. Je prendrais bien soin de toi, mon chou, non? Ce n'est pas moi qui le perds, c'est elle qui le perd. Je ne vais pas le perdre parce que je suis super économe, mais oui, bon. Récemment, une vidéo virale montrait un plâtrier, spécialiste du plâtre dans la construction, ayant gagné 2,5 millions de pesos. Dans un Melat, qui est aussi un genre de jeu de numéros. C'est-à-dire qu'il donne vraiment de l'argent, ça oui. Oui, il donne de l'argent. Il a gagné 2,5 millions et il a tout dépensé en 2 ans et il a dû retourner travailler comme plâtrier. Alors, bon, oui, je veux dire, ce n'est pas le montant du Powerball, mais bon, c'est très facile de tout perdre si tu ne sais pas gérer. Et surtout, beaucoup ignorent ce que c'est d'avoir une telle somme. Ils deviennent soudain un peu fous, non? Et ce n'est que 2,5 millions, même pas le Powerball. J'ai entendu l'histoire d'un monsieur, un Maya qui, dans un endroit à Holbox, à Holbox. Ils ont payé un paquet d'argent aux Mayas qui vivaient un peu là, mais vraiment un paquet. On parle d'un prix par terrain, ce sont de grands terrains, environ 5 millions de dollars, donc vraiment une grosse somme. Bien sûr, ils n'avaient pas encore payé, mais l'un d'eux qui n'a pas vendu m'a dit « Non, je n'ai pas voulu vendre ». Et le monsieur s'en sortait bien, il n'était pas riche, mais il s'en sortait bien. Pas celui-ci, mais il disait que son père l'avait, oui. Parmi ceux qui lui ont donné une avance, ils lui ont donné, disons, environ 800 000 dollars. Non, imagine. Il ne dit pas qu'il a tout dépensé à Cuba. Le monsieur était un homme âgé, c'était déjà un homme âgé. Il dit, très bien ces dernières années, Il est allé à Cuba. Vous pouvez imaginer, fêtes, jeunes filles et tout ça. Après, je ne sais pas combien de mois, il a tout dépensé et il est revenu sans rien, comme ça, vous voyez. C'est-à-dire, il a tout vécu, tout ce qu'il n'avait pas vécu ici. Le plus fou, c'est qu'à la dernière minute, l'acheteur, une énorme entreprise qui prévoyait un immense club de golf, a changé d'avis. Et au dernier moment, ils sont restés avec les terrains. Qui sait comment ça s'est passé là-bas, mais au final, les terrains n'ont pas été attribués. C'est aussi une question écologique, car tout allait être détruit. Oui, juste pour faire un terrain, un hôtel et peut-être autre chose, mais oui. Une histoire très étrange d'ailleurs. En parlant de choses et d'histoires étranges, il y a le cas d'un homme qui a engendré 197 enfants. Tu te souviens comment s'appelle le Mongol qui en a eu un tas? Des enfants? Oui. Gengis Khan. On suppose qu'une bonne partie, un pourcentage important des Chinois ont... Non, des Mongols? Des Mongols. Oui, je suis aussi chinois, mais bon. Probablement d'une partie, mais il y en a tellement maintenant. Possède-t-il du sang ou de l'acide désoxyribonucléique de Gengis Khan? Non, mais bon, le point c'est que ce sujet concerne les donneurs, les fameux donneurs, qui tout à coup deviennent très recherchés, pas pour le don. Et en plus, ils vont dans de nombreux laboratoires de dons. Et donc, ils finissent par avoir plein d'enfants qu'ils ne connaîtront jamais. Évidemment, jusqu'à maintenant, on fait ces tests pour voir si tu as un demi-frère, si tu as un parent, je ne sais pas quoi, et tu mets ton acide désoxyribonucléique et ça donne le résultat. J'ai des demi-frères et sœurs partout en Europe, parce qu'il s'avère que le père biologique a fait des dons dans toute l'Europe. Qu'est-ce un tes comment ça s'est passé?
C'est un Danois, on ne dit pas son nom, évidemment, on le connaît comme le donneur. 7060 et 69, il est vraiment très demandé, tellement demandé que 197 couples l'ont choisi. Non, car même si certains n'ont pas réussi, 197 enfants sont tout de même nés de ce donneur. Et malheureusement, cet homme a une maladie génétique qui peut être mortelle, c'est-à-dire que plusieurs enfants ont déjà perdu la vie à cause de cela. Il a une mutation dans son acide désoxyribonucléique, plus précisément dans un gène appelé TP53, qui est associé à un syndrome appelé syndrome de Li-Fraumeni, qui est une maladie extrêmement rare qui ne se transmet que par les gènes. Cela implique une augmentation drastique du risque de développer plusieurs types de cancers tout au long de la vie, dès l'enfance. Dès l'enfance, ils commencent à développer des cancers et leur descendance aura toujours une mortalité élevée à cause de ces tumeurs. Parce que peut-être que tu t'en sors quand tu es enfant, seulement quand tu as 5 ans, mais à 8 ans, tu vas développer un autre type de cancer. Alors, imaginez à quel point la vie de ces enfants est difficile avec cette maladie, simplement parce que l'étude génétique de cet homme n'a pas été réalisée. Et c'est quelque chose qui devrait être fait, surtout s'il va devenir aussi populaire. Au bout du compte, ce n'est pas sa faute, n'est-ce pas? Oui, non, ce n'est pas sa faute, mais je veux dire, il y a 197 enfants biologiques qui auront des problèmes. Plusieurs d'entre eux sont déjà morts à cause de cela. Donc, eh bien, cet homme, en gros, le mieux aurait été qu'il n'ait même pas d'enfants autant que possible. On ne peut rien faire avec un CRIS pour ce genre de problème. Non, je ne sais pas, mais bon. Un autre sujet qui attire aussi l'attention parmi toutes ces notes, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure. Ce qui s'est passé en Chine, ils ont tenté de l'équilibrer, mais ce problème persiste depuis un moment. La demande intérieure est-elle en train de ralentir encore plus? Donc si ce problème était déjà grave, c'est-à-dire le fait que les gens ne consomment pas beaucoup, enfin, je veux dire, c'est bien. D'un côté, c'est bien d'avoir l'aspect de l'épargne, mais si soudainement personne ne consomme, alors qu'est-ce qui va se passer, n'est-ce pas? Il y a bien quelques villes qui sont devenues un peu plus consommatrices, mais en général, les 1,4 milliard de Chinois qui vivent dans ce pays. En général, il n'y a pas cette culture du « laisse-moi acheter, acheter et acheter », ou bien ils ne peuvent pas, je le note. Mais le ralentissement des ventes au détail et la baisse des investissements dans les actifs fixes poussent les autorités chinoises à annoncer de nouvelles mesures. Pour stimuler la consommation et stabiliser l'économie dans les prochaines années, des campagnes ont déjà été lancées pour encourager les gens à acheter davantage, à voyager. C'est-à-dire que, bien sûr, si les gens commencent à voyager sur place, « Ah, je veux découvrir cet endroit et tout ça ». Ils fréquentent hôtels et petits restaurants, l'économie repart alors. Le problème, c'est que si les gens ne veulent pas sortir et ne veulent pas bouger, tout commence à devenir un problème de plus en plus grand. Et surtout quand il y a trop de population. Ça, eh bien, c'est aussi en partie ce qui se passe par ici. Pas exactement, car s'ils étaient des consommateurs, peut-être qu'ils ne dépendraient pas autant du commerce international. Mais c'est bien là le problème. Si la Chine est trop grande pour soutenir sa croissance uniquement grâce aux exportations, sa domination manufacturière pourrait aggraver les tensions commerciales mondiales. S'ils ne font pas ce changement vers le commerce intérieur, ils dépendront toujours de l'extérieur. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça marche. Bon, passons aux commentaires. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? Joyeux lundi 15, il ne reste plus beaucoup de temps avant Noël, avant le Nouvel An, Carlos. Les Chinois aiment vendre, acheter et ne pas dépenser, et ne pas dépenser. Oui. C'est correct, c'est correct. Oui, salutations à celui qui nous regarde, comme à Nuevas disparu et à Cardin, il dit « À ma connaissance, Monsieur Atanasio Lopez à APAN Hidalgo a eu plus de 100 enfants enregistrés. » Bien sûr, il n'avait pas de télévision, mais on dit que c'était un grand propriétaire terrien de Hidalgo. Je dois enquêter, dit Cardan. Fou, vraiment fou. Imagine le jeune qui scandait ici depuis le Mexique. Il ne s'est pas salué, dit Sendeño. Et alors? Bonsoir Pépé, à demain, grosse étreinte, prenez soin de vous, à bientôt. Santé? Salutations. Comment vas-tu? Viens, regarde qui est cela. Viens, salutations. Salutations Marcela. Alex Martin, à toute la communauté, comment allez-vous? Salutations Antonio Torres, dit-elle. J'ai presque 100 enfants, ce doivent être des petits chiens. Salutations à Yo-Yo, dit Brexit. Pauvres enfants.
Oui, c'est bien là le problème, non? Conclut Carlos Martinez. Aux États-Unis, sinon personne ne gagne. Le gros lot, grâce à l'accumulation des ventes, triple la récompense. Dans notre pays, il y aura accumulation des ventes, mais le gros lot reste le même ou diminue, dit-il. Carlos. Salut Carlos, ça va? Très bien. Dit Alex. Si je gagnais à la loterie, je quitterais d'abord le Mexique, dit Alex. On va se faire griller avec la communauté. De la ville, Mexique ou du Mexique. Parce que si tu viens ici, c'est comme si tu étais en Suisse, mais mélangé avec la Suisse. T'es Jana. C'est grand-père Cardan qui était ton seigneur des 100. Celui des 100 enfants, ce fou Cardan. Sérieusement, quel fou, incroyable. Je veux dire, il se peut que tu aies... Et toi, tu en as combien? 0, dis donc. Il se peut que tu aies plein de parents partout. Tu n'as pas fait le test acide désoxyribonucléique. On va voir s'ils apparaissent quelque part, comme il dit. Salut Marcella, comment vas-tu? Très bien. Salut. Oh, merci beaucoup pour le super chat. Cardan, merci beaucoup, salutations. Salutations. Ou dit à Guzman qu'il dit joyeux Hanouka. Salutations à tous. Comment fait-on ici? Jamais pour ceux à qui ça revient, n'est-ce pas? Salutations à Martin Gutiérrez. Donc si la Chine a des réserves d'or plus importantes, alors c'est le pays avec l'économie la plus forte en réserve? Oui. Oui, en réserve. Elle en a énormément. C'est-à-dire qu'elle s'est concentrée sur les réserves, les réserves, les réserves. Tu vois, curieusement, on pense que les Chinois... Le gouvernement chinois vendait beaucoup de ses réserves, mais de la monnaie américaine. Et maintenant, on le sait. Nous en avons parlé ici l'autre jour. Ils font semblant de vendre une partie de la réserve, puis ils l'envoient à d'autres banques européennes et la rachètent là-bas. En gros, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est simuler qu'ils ont moins de réserves, mais en réalité, non. Évidemment, ils ont une grande quantité de dollars. Ils sont devenus très dépendants, mais ils ont aussi rendu les États-Unis dépendants d'eux, donc il y a une relation d'amour-haine très étrange. Oui, c'est pour ça qu'on voit aussi un Trump qui avance, mais qui sait aussi qu'il y a certaines limites qu'il ne peut pas dépasser. Et la Chine le sait aussi. Donc, disons qu'il y a une sorte d'autorégulation très étrange, non? C'est vrai? Oui, car au final, les États-Unis ont des consommateurs que la Chine n'a pas. Que la Chine n'a pas. Et ils valent comme 10 parce qu'ils sont vraiment impressionnants. Oui, en ce moment, ils sont tous super endettés, c'est impressionnant. Même s'ils se plaignent que l'économie va mal, les dépenses sont vraiment élevées, disent-ils. Marisol Terceros, ce Maduro a vraiment asséché son nom, plus dur de la tête, dit Marisol Terceros. Salutations, très bonne journée. Ici, où il dit « Je n'ai jamais vu un Chinois dans un restaurant, je ne sais pas, il ne porte pas de chaussures chères, seulement de vieilles sandales », dit Carlos Martinez. J'ai remarqué que dans les restaurants ici, les propriétaires... Par exemple, récemment, je suis entrée dans un grand magasin, pas un restaurant. Quels sont ces câbles? Et eux? C'est lui qui encaisse. Et tu le vois habillé comme ça, presque avec la chemise du parti? Non. Enfin, non, il ne porte pas la chemise. Non, ils ne sont pas du tout habillés de façon élégante, rien de tout ça. Ce n'est pas celle que la dame qui est du... Restaurant chinois? Oui, elle s'habille très bien et est très élégante. Mais tu parles de l'autre? Oui, non. Je parle du magasin, il est très grand et ici les autres ne sont pas non plus bien habillés. Et à la différence, par exemple, tu vois les Japonais ou tu vois les Coréens. Nous faisons une promenade car une grande communauté, surtout coréenne mais aussi japonaise, vit déjà ici. Et tu vois les endroits où nous allons nous promener, et à chaque fois tu vois plus de groupes japonais et coréens courir, former aussi leur groupe de coureurs ou cyclistes. Et ils sont là, ils marchent, mais tu ne vois presque pas de Chinois. Donc la communauté sert aussi. C'est juste que je ne sais pas... Elle s'intègre et je ne sais pas. Ils s'intègrent parfois. C'est curieux. C'est-à-dire, comme si je ressens les Coréens. C'est-à-dire, ils font très attention à la façon dont ils s'habillent. C'est impressionnant à quel point ils sont soignés. Toujours. Oui, leurs styles sont très variés. Avec quelques exceptions, mais généralement oui. Mon arrière-grand-père s'en est parti à Santiago du Chili à l'âge de 12 ans avec ses frères. Et il était l'aîné, dit Maximilien. Salutations. C'est fou que vous ayez tous les deux été des enfants. Si je gagnais à la loterie, j'offrirais 10 000 $ à chacun sur cette page. Salutations 1, dit Marisol. Antonio Torres dit que ce n'est pas pour nous.
Marcella Riquelme. Et si je gagnais un prix, la première chose que je ferais serait un voyage au Mexique, dit Marcella Riquelme. Ça te plairait, Marcelo? Oui, super. Salutations aussi à Rosalinda Moreno et Cardan, dit-elle. Il est parti s'enrichir chez les Castro? Eh bien, on n'apprend jamais. Oui, je sais. Salutations. Eh, tu dis fort, la tête devient plus intelligente quand on ne l'envahit pas, dit Alex. Que dit Rigoberto? Ici, aux États-Unis, les Chinois sont connus comme les plus radins, dit Rigoberto. Regarde, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils ont déjà. Comme 13 oui, eh bien... Dit Danny, l'un d'eux dit non. Presque toujours, celui qui gagne à la loterie finit très mal. J'espère que pour toi, ce serait l'inverse, mais pas pour tous, Danny. Oui, nous avons évoqué des histoires, certains cas, comme cette dame au Royaume-Uni qui a gagné à la loterie alors qu'elle travaillait dans un supermarché à servir de la nourriture. Elle poursuivait son travail en disant « Je n'arrêterai pas, cela me donne un sens et j'ai le confort de savoir ce que j'ai. » Elle a investi son argent, recevant ainsi un pourcentage comme un salaire supplémentaire. Donc c'était génial pour moi. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Si tu n'as pas d'expérience en investissement, place-le. C'est-à-dire diversifie-le, mets-le sur le long terme. Si tu as des dettes, paie-les et continue de travailler dans ce que tu fais. D'accord ? Ou ce que tu aimes. Quelque chose que tu aimes exactement. Mais peut-être que tu n'aimes pas ton travail et tu voulais être, je ne sais pas, dans quelque chose de plus simple et bien et de... Encore une fois, il est question d'argent. Par exemple, comme il disait, gagner 10 ou 2 millions semble énorme. Mais au final, ça peut t'échapper comme de l'eau. Oui, ça peut partir encore plus vite. Alors je dis... Si ce n'était pas pour se plaindre de travailler... Ce n'était pas pour continuer. C'est-à-dire, c'est bien que ce soit comme une petite économie ou une grosse économie, si tu veux, mais je vais le laisser là. Et que ça me rapporte des intérêts. Mais c'est génial de travailler pour ceux qui ont ces économies, non? J'imagine travailler avec une épargne plus ou moins grande car tu te dis que c'est terminé. En cas d'urgence, tu sais qu'il y a des solutions, donc ce n'est pas le souci. C'est essentiel et très présent dans de nombreuses cultures, mais dans d'autres, beaucoup moins. Celui-ci se demande ce qui se passe. Comment va Benofé? Il dit « c'est comme Merced aussi ». Il évoque les ironies de la vie. Une campagne portait le slogan « Dur avec Maduro ». Maintenant, c'est tout le continent qui dit la même chose à Trump. C'est le plus... Dire, c'est sur le point de... Santé, c'est Juan-Gabriel Magalon. Je voulais parler. Bonjour de Panama City. Salutations. Salutations aussi à Antonio qui dit « Quand j'étais en Colombie, en 2019, j'ai joué et j'ai gagné 3 millions de pesos. » Et que Santana... Qu'as-tu fait, Antonio? Tu as abandonné ou pas? Dit Miguel. Alejandro Pepe le remporte et l'administre. C'est déjà résolu, mais nous avons déjà tout bien planifié. Et si nous gagnons, nous n'avons pas besoin d'acheter... Un billet de loterie? Mais nous ne l'avons pas acheté. Mais le plan est déjà prêt. Dit Aurelio. Aujourd'hui, c'est un jour de tirage. Il dit que le meilleur, c'en est un autre. Ah, d'accord. D'accord, Odilia. Ils ne savent pas comment utiliser l'argent. Si. Je dirais excellent. Merci à tous, du Michoacán à Morelia, Julio et Letat. Dit Cardan. Demain, je vais acheter mon billet ici à Miami. Je déménage à Monterrey. Il dit qu'il y a des rumeurs selon lesquelles les marchés vont chuter et qu'il y a une bulle qui est sur le point d'exploser, dit-il. Martin, salutations, Martin. Ils ont déjà beaucoup signalé à Wall Street la surévaluation de nombreuses actions. Et donc, tôt ou tard, cette surévaluation finira par faire son effet, dit-il. Si je gagnais à la loterie, comment bâtir cette patrie, dit-il. Si je gagnais à la loterie, j'achèterais une belle maison, une bonne voiture et une ambulance aérienne, et je ferais travailler mon mari. Il serait mon employé. Aujourd'hui, il sent vraiment que moi... C'est-à-dire moi, pourquoi ambulant? Possible? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire parce que c'est une bonne idée. Eh bien, c'est une bonne idée. Parce que imagine, c'est ça. J'imagine que c'est une très bonne affaire, et encore plus si c'est toi le pilote, n'est-ce pas? C'est-à-dire, oui, disons, dans l'affaire, eh bien, toi, ton associé, ton employé, disons, ton mari, c'est cool. Quelle bonne idée, cette patrie. Leonardo Papilla, comment va le monde? La première chose que je ferais si je gagnais des millions à la loterie, c'est de me construire un bunker ultra luxueux, dit Leonardo Papilla. Moi non, je le ferais aussi, mais pas par paranoïa. J'aime les constructions souterraines. Non, je veux dire, parce que je les trouve thermiques. Je trouve que ça permet d'éviter le soleil. Non. Tu ne peux pas avoir une zone où le soleil arrive, mais d'autres zones, oui. Ce ne serait pas l'un de ces bunkers paranoïaques?
Donc jusqu'à 100 mètres sous terre, je ne sais pas si, mais un peu sous terre, oui. Moi j'aime bien l'idée, ça m'a toujours plu à cause de l'aspect thermique, et pour la question du son, tout ça, je trouve ça super intéressant. Et bon, et si un jour je te fais une protection? Celle-ci, eh bien elle est chouette, non? Mais non, pas en pensant qu'il va se passer quelque chose ou quoi, non. Dit Armando Antonio Pepe, au Mexique, on est toujours là, on suit toujours la Coupe du Monde, mais maintenant, je les regarde tous les soirs. Un câlin. Je vous aime, Armando. Dit Carlos. C'est que 3 millions de pesos colombiens, ce n'est rien, même si... Je les ai envoyés dans mes chambres. Combien d'enfants et de frères? Salutations, dit Christian à tous ceux qui étaient là. Je suis là depuis le début, mais je l'écoute cuisiner. Ah, super Christian. Salut à Dieu. Vous savez déjà 10 000 $ chacun sur la page. Pour chacun, maintenant, tout cela, c'est un art très généreux. Vous voyez, là, oui, Oui. dit Louisa, dit Louis Salam, et c'est ainsi qu'il m'appelle. Vous avez l'habitude d'économiser de l'argent? Non, malheureusement non. C'est-à-dire, on essaye, et puis soudain on retombe dans les dépenses, parfois par nécessité ou pour ce que tu veux. Sinon, vous ne trouvez pas que c'est gaspillé pour des bêtises? Non, pas pour des bêtises. Mais on dépense pour des bêtises. Mais souvent, il faut dépenser pour l'équipement, il faut dépenser. Alors, on n'arrive pas à économiser comme il faudrait, il y a toujours une petite caisse et tout ça, mais pas économiser comme il faudrait. J'aime beaucoup l'idée, d'économiser. moi j'adore ça, mais... Mais non, nous ne l'avons pas respecté comme nous l'aurions voulu. C'est-à-dire, parce que l'idée, au moins, c'est-à-dire on a beaucoup lu sur tout ce sujet, mais on ne l'a pas mis en pratique comme il le faudrait. C'est-à-dire, si tu économises, cette épargne ne doit absolument pas être touchée, même pas pour une urgence qu'on a. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on devrait gérer les économies, en théorie. Ce n'est pas parce que c'est une urgence. Que ferais-tu si tu n'avais pas d'argent? Non, je demanderais un prêt, je demanderais ici ou j'utiliserais une carte de crédit, je ne sais pas. Enfin, qu'est-ce que tu ferais? Ah d'accord, c'est ce que tu vas faire. Parce que l'épargne, on n'y touche absolument pas, vraiment pour rien. La seule raison pour laquelle on y touche, c'est pour investir, pour qu'elle génère plus. Mais c'est la seule raison, on n'y touche pas pour les urgences, comme beaucoup d'entre nous le font, n'est-ce pas? La réalité, c'est qu'il y a des urgences, je ne sais pas quoi. Donc c'est ça, c'est la partie qui parfois nous manque à ce niveau-là. Dit Christy. Son commentaire sur mon oncle est vraiment génial, oui. Il a gagné à la loterie. Il y a des années, il est parti travailler. Erreur, il se prenait pour Huicho Dominguez en grand. Cette série, vraiment nulle, mais tellement bonne, je suppose que je ne l'ai pas vue. Et ils sont partis à Acapulco, à Cancun, puis il a tout perdu au jeu, tout n'a duré que 6 mois. Je pense... le problème, c'est quand ils y croient trop, tu vois, parce que tu te dis, mec, tu as gagné, je sais pas, disons 3 millions de pesos. Il y a des gens qui ont beaucoup plus. Pour eux, c'est rien du tout. Et ils ne font pas tout ce que toi, tu fais. Non. Non. Parfois, oui, on a rencontré des gens. Je t'ai dit, au cas où tu t'en souviennes, mais là, je ne sais pas de qui il s'agit. Et donc, ils ont quelque chose d'incroyable et ils ne le montrent pas. Non, ils n'apportent vraiment rien car tout est inversé, même si beaucoup de gens apportent. Ce service, en sollicitant de l'argent à leur mère pour le mariage. Tout est inversé, c'est inversé, exactement, non? Et comment tu perds ça? Tu ne peux pas le perdre parce que c'est investi, dans trop de choses. Alors, à ce niveau-là, c'est chaud, non? Il était en train de discuter, donc je dis que le cas de Monsieur Luis est vraiment, vraiment intéressant parce qu'il a créé, un empire économique d'entreprise. En étant tout moi-même, en gros, non. C'est-à-dire, il a juste été super malin, il a été très intelligent, et maintenant, il a déjà un président-directeur général qui gère 5 domaines pour lui. Ils vendent uniquement de la nourriture et des produits à base de chocolat, pas de jouets. Et ils ont de la nourriture et des boissons, Et oui, c'est impressionnant. Tu ouvres une entreprise de pompes funèbres et ça rapporte de l'argent? Oui, bien sûr, il y a toujours des gens qui meurent, dit Maximilien. Il y a ceux qui croient à la prédestination, dit-il, mais nous, pas les catholiques, pensons que les tragédies mènent au miracle. À ta santé, Maximilien. Le salut à Charles, dit-il, à qui il promet beaucoup, mais en qui j'ai peu confiance, dit Charles. Oui, presque, oui. Oui, on voit. Ta barbe est à la mode, les bloopers? Ça s'applique aussi à soi, non? Quand tu te dis que tu ne feras pas quelque chose et que tu ne le fais pas. Il faut se regarder et dire, voyons voir. Est-ce que je suis en train de me saboter moi-même? Qu'est-ce que je fais? Bien sûr, ça ne s'applique pas à tout, oui.
Si les bunkers sont à la mode, demandez donc aux millionnaires, dit Beto Barbas. Je connais des gens non millionnaires qui ont des bunkers, ou plutôt une petite pièce souterraine. Mais il y a des gens qui en ont, et bon, ils m'ont montré des photos comme ça, parce que là, on te dit pas non plus où c'est, et ils ne se montrent même pas comme ça. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment à fond dans ces sujets-là. Salutations, dit Marcia. Ils doivent croire que je me souviens de comment je me souviens d'acheter une glace au Mexique avec une pièce de 25 centimes. C'est fou, non? C'est-à-dire, ça fait longtemps, et c'était il y a un moment, non? Je me souviens qu'il demandait environ 10 pesos pour aller à la chose, à l'école, enfin, je me souviens de ça à l'école primaire. Et évidemment, il t'en restait, c'est-à-dire... Mais pas les nouveaux pesos. Oui, j'imagine, oui. Parce que sinon, tu ne te fatiguais pas du tout. Parce que je me souviens qu'avant les nouveaux pesos, un chewing-gum coûtait 1000 pesos. Si la pièce où elle était... Je n'ai pas marché dessus. À propos des Kinder... Oui, non, mais non. Oui. Que la maternelle, oui. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des nouveaux pesos autant. Sans flow. Oui, bien sûr, sans trop de flow. Eh bien, je veux dire, il me comparait, enfin, un chewing-gum, il m'achetait des trucs comme ça, ce n'était pas un enfant. Oui, enfin, il n'achetait pas. Le problème n'était pas le supermarché, il y faisait ses courses. Je m'en souviens car la pièce était pentagonale, tu te rappelles? Je ne sais pas si tu te souviens, pour moi c'était 10 pesos les années de corde. Non. Pièce à 5 côtés du Mexique. Pentagonale ou hexagonale ou hexagonale. Je crois que c'était plutôt hexagonal. Non, ce n'était pas pentagonal, c'était hexagonal. Pentagonale, ça sonne trop épique. 10 pesos aussi au lieu de 10 pesos. Oui, tu t'en souviens? Je ne m'en souviens pas, si. C'est que si j'ai perdu quelque chose... Oui. Oui, non, je ne m'en souviens pas. Oui, je me souviens de cette pièce et tu l'as prise et il t'en restait. Mais elle est vraiment jolie, c'est vrai. Mais on dirait la Révolution. Comment tu ne vas pas la voir? On a eu cette pièce ici, oui. Je pensais qu'elles étaient très vieilles. Non. Je ne me souviens pas de ça. Tu t'en souviens? Je me rappelle que la poétesse ferait un bon nom. C'est parce que c'était un billet de 1000 pesos. Je me souviens de celle de 100 $, je m'en souviens. Non. Non, ce n'est pas l'escadron. Oui, car elle et la pièce sont toujours là. C'est une pièce de 1000 pesos. Non, elle n'existe plus. Non. Ce n'est pas de 100, ils ne le sont pas. C'est aussi sympa si la pièce dorée de désaffectation. Oui. Oui. Je me souviens de ça, c'est bon. Oui, c'est 89, oui. Eh bien, c'est étrange. Il dit, très bien, Marcella. Carlos dit qu'il y a des urgences qui sont créées. Il dit aussi, bien sûr, qu'il y en a, dit Rolos. Comment vas-tu, Léonard? Toutes les urgences de l'univers existent, parce que quelque chose les crée. Donc, eh bien, je comprends ce qu'il dit. Pour économiser, je n'entre ni dans les magasins, ni les centres commerciaux, et je ne regarde rien à acheter en ligne, ainsi je ne dépense pas. Et ne pas sortir et ne pas respirer, ne pas sortir, ne pas manger, non. Oui, mais il a raison, les petites dépenses commencent un temps à s'accumuler, les petites dépenses... Petites dépenses. La dépense, c'est amusant. Tu t'es déjà éloigné, tu es parti là-bas, ne reste pas avec moi. Tu vas coupe par là, très bien, moi je vais aller au cinéma avec les enfants. Là, t'as vu, Christin, les 8 dimanches, c'est littéral, c'était vraiment comme ça à l'époque du feuilleton. Et mon oncle s'habillait pareil, smoking blanc, chemise en soie, avec des motifs de chaînes, des bijoux, des petites chaussures, des mocassins, disait Faye. Des centaines ont atteint le maximum. Eh bien, il a vécu intensément et avec intensité. Regarde comme c'est fou, si je ne, n'est-ce pas? Investissement, n'est-ce pas? Moi oui, enfin même si c'est ton projet ou quoi que ce soit, mais investir comme ça, je trouve ça fou. C'est là qu'est le problème. Mais bon, comme on dit, celui qui fait quelque chose par plaisir, il assume les conséquences, comme on dit. Ils ne savent ni économiser ni gérer, dit Tapatia. La chaussure le savait. Bonne remarque ici, Martin. En Russie, 1 250 000 soldats sont morts et 800 000 Ukrainiens. Imaginez 2 millions de cercueils d'urnes, de veillées funèbres, de tourisme. Mais ce qui est faux ici avec les crânes, c'est que c'est la taille de l'armée. Si jamais toute l'armée était décédée, il aurait fallu remplacer tout le monde. Là-bas, il y a personne qui se bat depuis le début. Ils sont épuisés, il leur manque du monde, ils n'ont pas réussi.
Beaucoup de bureaux de tabac. Plus ou moins, ils estimaient. Pour 10 Russes en tête qui meurent, il y a un Ukrainien, donc peut-être que 100 000 Ukrainiens serait le plus logique. Mais il dit parce que toujours celui qui attaque perd plus de vie. Oui, c'est le plus, c'est un classique. Celui qui va attaquer une position ennemie est celui qui va perdre énormément de monde, et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, les Russes arrivent encore, et tu es là, tu sais, c'est un sujet, dit Vernery. Salut. Ce week-end, j'ai dû travailler à un concert d'un youtubeur uruguayen à l'Arena Ciudad de México. Quelque chose d'horrible musicalement. Oui. Si Verdery était millionnaire, il ne travaillerait qu'avec de bons musiciens? Eh bien, c'est sûr que oui. Plus de travail avec celui-ci. Verdery. Mais bon, et quel musicien j'étais? Si on peut savoir, non? Et comment était l'expérience de faire ces voyages musicaux, indépendamment de l'aspect musical? Tu t'es compris? Tu pensais que j'avais fait Christie? Et alors? Je vais dans les centres commerciaux sans entrer dans mes boutiques préférées pour éviter la tentation. Regarde, on fait pareil, non? On s'y tient vraiment. Voilà. Oui, on est allé au centre commercial, on a acheté le café du jour, qui est le moins cher, c'est ce qu'on prend, la cappuccino. C'est que du sucre, c'est du lait. Mais c'est vraiment... Ce n'est pas vraiment du café, oui c'est bon et tout, mais bon, c'est plein de calories en plus. Et toi, ce que tu veux boire, c'est un café, ce que tu veux vraiment, c'est un café. Et c'est ce qu'on fait. Et tu prends le petit, j'ai combien d'heures avec mon petit café? J'en ai un bon. Mais on essaye de sortir intelligemment, tu sais, sans trop dépenser et en profitant des offres. En somme, je me suis discipliné, car avant je n'étais pas ainsi et je ne serais pas celle que je suis. Je pense que je pourrais encore réduire plus. Mais oui, c'est court, ça m'arrive au niveau du nez. Et si tu veux... C'est pareil maintenant. Je commande les courses en ligne parce que si je vais au magasin, j'achète plus que ce dont j'ai besoin. C'est tout. C'était l'idée, mais rien. Mais les fois où je l'ai fait en ligne, il manque des choses. Il m'apporte des choses que je ne voulais pas. C'est-à-dire, non, eh bien oui, c'est pour ça qu'on a commandé que 3 ou 4 fois. D'accord. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent, pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, tu dois marquer contre lui. Je ne vois pas les remises. Où sont les remises? On ne voit pas. Nous sommes très précis, par exemple, pour les pâtes, et il n'y a pas de numéro. Ils n'ont pas pu m'acheter. Est-ce que cette marque... Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas, non? Comme il faut demander aux lettres et non à la fraise, laisse tomber, on ne prend pas la fraise. Eh bien, tu as raison. C'est que quand tu commandes au supermarché en ligne, c'est pour ça qu'ils te localisent par la position Global Positioning System. Et alors? Ils disent « ce magasin est pour vous », mais ce n'est pas celui qu'ils fréquentent. Ça ne sonne plus bien. C'est-à-dire, c'est que ça nous touche de plus près, apparemment de plus près, un virus de l'immunodéficience humaine, mais un virus de l'immunodéficience humaine qui nous touche plus loin de notre chemin. En fait, ce n'est pas notre chemin. Si c'est plus près, cela ne propose pas ce que nous cherchons. Dis, Marcella, si l'Ukraine avait eu une armée plus grande et avait gagné la guerre, Marcella Facilito. Si l'Europe leur avait fermé l'espace aérien, comme ils l'avaient demandé au début, s'il suffisait de faire entrer des avions pour bloquer missiles et avions russes, ils auraient déjà avancé et éliminé la Russie. Ils doivent se concentrer sur 3 points. Non, tu n'allais pas entrer en guerre. Le plus important, c'est que l'espace aérien est fermé pour des raisons de sécurité, parce que l'Ukraine nous l'a demandé et qu'on veut lui rendre service ou peu importe. Mais bon, ça n'a pas été fait, et oui, ça a coûté cher. Si ce manque d'action, ce n'est pas la vérité, disent-ils. Qui est-ce qui parle de Daniel? Est-ce que c'est la youtubeuse Fede Bigeva? Vous allez voir. Ah, je sais déjà qui dit la vérité. Ça me dit quelque chose, oui. Mais aujourd'hui, il y a une annonce de sa part, il m'arrête pour que je sente qu'il n'y aura pas... C'est comme ça. Une chose, c'est de faire des vidéos, mais c'en est une autre de faire tout un spectacle. Il chante, qu'est-ce qu'il fait? Dans cette voiture, moi, je faisais du cappuccino à l'hôtel, je n'accepte pas, je mets juste des arômes. Il dit « Ah, super, si c'est ce cappuccino, j'accepte. » Pas comme... Ça doit être fait, je n'imagine pas. Je n'aime pas. Ils ne commandent pas vraiment. Ils ne disent pas la vérité et ne demandent pas ce qu'ils veulent. Ne t'emballe pas. Ils ne choisissent pas les fruits ni les légumes de la même façon, mais ils te le demandent pareil. Celui-ci, oui. Bon. Il n'est pas foutu, je vous le dis. Aïe. Je me pique en magasin, je vérifie dans le coffre et je vous rends déjà des choses.
C'est aussi une option face au pic. Ah, bien sûr, mais tu n'as pas à payer là avec la... Le problème, c'est qu'on a une puce qui ne gagne pas. Oui, oui. On ne paie pas en ligne. Si celle de la carte, qu'on utilise spécifiquement pour les courses, celle-là elle a échoué, la puce, non. Alors, il faut être au digital. On va devoir commander en ligne cette semaine en attendant que la carte arrive, donc c'est pour ça qu'on va être obligé de payer en ligne. Ah, je ne veux pas trop en dire ça, mais sur YouTube, il s'appelle Fede Videga ou quelque chose comme ça. Allez voir et dites-moi ce que vous en pensez. J'ai eu la chance de collaborer avec de grands musiciens et artistes, mais ce n'est pas toujours le cas. Je veux dire, dans la... Et lequel était pour toi le meilleur, le plus... Celui qui ne l'était pas... Pas parce qu'il est célèbre, simplement parce que tu as aimé travailler avec ce musicien. Dis-nous la vérité, ce serait génial, dit-il. Ben ajoute, le café doit être noir, fort et sans sucre. Va-t'en, j'ai beaucoup d'amis comme ça, comme toi, et si la vérité c'est que oui, c'est très bon. Le café comme ça déprime, mais c'est bon. Non, c'est pas vrai, non, mais oui, celui-ci est bon. C'est-à-dire, là tu remarques quand le café arrive à vue et qu'il est bon, et tout ça est tellement précis, il dit. Le café, c'est noir, il y a aussi Raoul là aussi, de ce noir, non? Il dit. Il a vu de nombreux médecins, cela n'a été que des dépenses, sans nourriture, je cuisine et nous n'avons pas acheté de vêtements. Parce que nous avons déjà acheté à l'armée du salut avec les dépenses pour 3. Ce qui coûte bien moins cher, oui, n'est-ce pas? Oui, c'est super, Tapatia, non? Très économe. Et maintenant, avec celui-ci, eh bien... Je pense que tu économises encore plus quand tu as déjà la poussette comme ça pour te déplacer. Je ne ressens pas ça, sinon toujours. Surtout quand tu vas au supermarché, tu y vas, tu fais tes courses, et tu dois prendre soit un Uber, soit un taxi, peu importe. Tout revient plus cher, dit Sophia. Comment tu vas? Demande-t-elle. Sinon, j'achète un café américain, le moins cher, le grand gobelet, et j'ajoute la crème, et voilà, dit-elle. Eh bien oui, exactement, oui, exactement. Dit Carlos Martinez. J'ai pu voir le direct aujourd'hui, je vais me coucher heureuse. Très bonne soirée. Merci Carlos. Super, nous allons prendre congé. Merci beaucoup de votre accompagnement. Oui, on s'arrange. Regarde, oui, merci les gars. N'oubliez pas que nous sommes sur Telegram, nous sommes sur WhatsApp. Là-bas, nous vous envoyons les vidéos de direct ou d'enregistrement sur les événements majeurs du monde. Super, portez-vous bien, bonne nuit, bon début de semaine et à demain pour la suite de la discussion. Merci d'avoir regardé le journal PP en direct, actualité et géopolitique, où les événements de la planète Terre et les secrets de l'espace extérieur sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné.